Stop. Un stock d'uranium enrichi à 60% est en train de décider si cette crise débouche sur une vraie paix, un soulagement des marchés ou la prochaine guerre. Et Washington vient de qualifier cette menace d'absolument intolérable. Après des mois de combats, de pression par les sanctions, d'escalade militaire et de diplomatie fragile en coulisses, tout le processus de paix entre les États-Unis et l'Iran est désormais bloqué sur une seule question. Un stock d'uranium, une matière, un désaccord. Et entre les deux positions, soit une percée diplomatique, soit un nouvel affrontement militaire avant le 30 juin. Voilà la vraie question que les médias n'expliquent jamais clairement. Pourquoi 60% d'enrichissement et pas 90% est-il devenu le point de blocage le plus dangereux de toute cette crise? La réponse tient en une phrase, et elle change tout à ta lecture des négociations. Accroche-toi, on commence. Commençons par la mécanique, parce que la précision technique est ici la clé de tout. L'Iran enrichit de l'uranium à 60%. Ce n'est pas de qualité militaire. La bombe nécessite généralement un enrichissement autour de 90%. Mais c'est bien au-delà des 3 à 5% nécessaires pour une production d'énergie nucléaire civile ordinaire. Et voilà ce que personne n'explique clairement dans les médias généralistes. Plus l'uranium est enrichi, plus il devient facile de l'enrichir davantage. La différence entre 60% et 90%, ce n'est pas la même distance qu'entre 5% et 60%. C'est un raccourci. Une matière à 60% réduit considérablement le temps et les ressources nécessaires pour franchir le seuil militaire si la décision était un jour prise. L'uranium enrichi à 60% n'est pas simplement un autre détail technique dans un programme nucléaire. C'est une option. Une option que l'Iran peut exercer relativement rapidement si les conditions changent. C'est précisément pourquoi la préoccupation de Washington ne porte pas seulement sur ce que l'Iran dit aujourd'hui. Elle porte sur ce que l'Iran pourrait faire demain si la matière reste dans le pays, si l'infrastructure de centrifugeuse demeure intacte et si la surveillance internationale reste incomplète. Et c'est ici que se révèle l'impasse structurelle. Washington exige que le stock soit entièrement retiré d'Iran et placé à l'étranger, hors de portée de Téhéran. L'Iran propose une dilution locale, réduire le niveau d'enrichissement sur son propre territoire. Sur le papier, la dilution ressemble à un compromis. Dans les faits, Washington la refuse catégoriquement. Parce que si l'Iran gère le processus sur son propre territoire, il conserve les mêmes installations, la même base scientifique, les mêmes réseaux de centrifugeuses, la même capacité de faire marche arrière plus tard. L'uranium deviendrait moins enrichi, mais l'infrastructure, elle, resterait en place. En langage clair, l'arme est rangée dans un tiroir qu'on peut rouvrir. Mais l'Iran voit la question d'une manière complètement différente. Pour Téhéran, envoyer l'uranium à l'étranger ressemble à une reddition. Ce stock n'est pas seulement une matière nucléaire, c'est un levier contre Washington, un levier contre Israël, un levier contre l'Europe, et un levier à l'intérieur même de la structure du pouvoir iranien. Les partisans de la ligne dure peuvent présenter cet uranium comme la preuve que l'Iran a résisté à la pression et préservé sa souveraineté. Si la matière quitte le pays, le régime perd ce symbole. Il perd aussi un élément potentiel de dissuasion. Les dirigeants iraniens estiment que plus ils restent proches d'un seuil nucléaire, plus leurs ennemis doivent agir avec prudence. Un camp veut éliminer le levier, l'autre veut le préserver. C'est pourquoi les négociations sont bloquées depuis des semaines, alors même que, selon plusieurs sources, une grande partie de l'accord de paix plus large aurait déjà été négociée. Toute la structure de l'accord tient, sauf cette pièce centrale. Maintenant, regardons ce que cela signifie pour les marchés. Parce que c'est là que cette impasse touche directement ton portefeuille et ton budget. Quand la crise a débuté fin février et que le détroit d'Ormuz s'est fermé, le Brent a bondi au-dessus de 111 $ le baril en mars. Cette flambée n'a pas seulement touché les compagnies pétrolières, elle a touché les compagnies aériennes, les entreprises de transport maritime, les fabricants, les prix alimentaires, les anticipations d'inflation et les banques centrales. Chaque baril retardé dans le Golfe devenait plus coûteux partout ailleurs dans l'économie mondiale. Puis en mai, les prix ont reculé d'environ 19% en un seul mois, quand les marchés ont commencé à intégrer la possibilité d'un cessez-le-feu. Cette baisse a montré deux choses. Premièrement, à quel point les négociants étaient désespérés de voir le moindre signe de stabilisation. Deuxièmement, à quel point la situation reste fragile. Les marchés ne sont pas calmes parce que la crise est résolue. Ils bougent parce qu'ils tentent de deviner si le cessez-le-feu tiendra, si le détroit rouvrira, si l'Iran fera un compromis, si Washington acceptera un accord temporaire. Le marché pétrolier ne réagit pas à la certitude, il réagit à la probabilité. Et en ce moment, cette probabilité change avec chaque fuite diplomatique, chaque mouvement militaire
et chaque signal venu de Téhéran. Si tu commences à réaliser que la question de l'uranium est directement connectée au prix de l'essence à la pompe, aux anticipations d'inflation et aux marchés financiers, abonne-toi à Mediacash maintenant et active la cloche. Parce que l'échéance du 30 juin approche, et tu veux comprendre ce qui se joue avant que les marchés aient déjà bougé. Parlons maintenant de l'échéance du 30 juin et de ce qu'elle signifie réellement. Les négociateurs discutent d'un protocole d'entente provisoire de 60 jours qui prolongerait le cessez-le-feu actuel et rouvrirait le détroit d'Ormuz. Sur le papier, cela pourrait donner aux deux camps le temps de respirer, réduire la pression militaire, calmer les marchés de l'énergie, rouvrir la navigation commerciale. Mais voilà le danger que certains responsables redoutent le plus. Un accord au rabais. Un accord au rabais arrêterait les combats actuels, rouvrirait les voies maritimes et donnerait au marché un soulagement temporaire. Mais il ne supprimerait pas la capacité sous-jacente de l'Iran. Il permettrait aux responsables politiques de déclarer victoire, tout en laissant sans réponse les questions les plus dangereuses. Où est l'uranium à 60%? Qui le contrôle? Peut-il être vérifié? Peut-il être réenrichi? L'Iran peut-il secrètement préserver suffisamment d'infrastructures pour relancer la crise plus tard? Si ces questions ne reçoivent pas de réponse, l'accord pourrait seulement reporter la prochaine confrontation. Et la prochaine confrontation pourrait être pire. Parce que les deux camps y entreraient avec moins de confiance qu'auparavant. Il y a quelque chose d'autre qui complique les négociations et qui reçoit trop peu d'attention. Qui prend réellement les décisions à Téhéran? L'absence publique prolongée de Mujtaba Khamenei, le nouveau guide suprême, soulève des questions sur l'identité de celui qui détient l'autorité finale. Dans le système politique iranien, les concessions nucléaires ne sont pas de simples décisions techniques. Ce sont des décisions qui touchent à la survie du régime lui-même. Les négociateurs civils peuvent discuter des modalités, mais l'autorité ultime appartient à la direction suprême et à l'appareil de sécurité, notamment le corps des gardiens de la révolution islamique. S'il existe des désaccords entre les diplomates, les gardiens, les autorités religieuses et les factions politiques, alors même un accord largement négocié peut rester bloqué indéfiniment. Le monde attend peut-être la signature d'un gouvernement qui peine lui-même à décider ce qu'il peut accepter. Et à Washington, la politique intérieure complique également les choses. Certains conseillers veulent un accord qui mettrait fin au conflit et ferait baisser les prix de l'énergie. D'autres soutiennent qu'accepter une dilution locale serait une concession dangereuse qui laisserait l'Iran trop près d'une capacité nucléaire militaire. L'administration affiche parfois sa confiance en affirmant qu'un accord est proche. À d'autres moments, les responsables décrivent la question de l'uranium comme intolérable et non résolue. Cette incohérence compte. L'Iran observe de près la politique américaine. Si Téhéran croit que Washington cherche désespérément un accord avant l'échéance du 30 juin, il pourrait attendre de meilleures conditions. Bien sûr, il faut le dire clairement. Il n'existe pas d'option sans douleur dans cette situation. Si Washington accepte un accord dans lequel l'Iran dilue l'uranium localement, les combats pourraient s'arrêter, le pétrole pourrait baisser, Hormuz pourrait rouvrir. Mais l'infrastructure nucléaire iranienne resterait largement intacte, et la même crise pourrait revenir plus tard dans des conditions encore plus difficiles. Si Washington refuse et insiste sur le retrait physique, l'accord pourrait s'effondrer. Ce pourrait signifier de nouvelles frappes, davantage d'attaques dans le Golfe, des prix du pétrole encore plus élevés et une guerre régionale plus large. C'est un choix entre un danger immédiat et un danger reporté. Et il y a une dernière réalité économique que presque personne ne mentionne. Même si le blocus commence à s'assouplir, une normalisation complète du détroit d'Ormuz pourrait prendre des mois. Les compagnies de pétroliers ont besoin d'assurance. Les équipages ont besoin de garanties de sécurité. Les ports ont besoin d'horaires. Les raffineries ont besoin de fenêtres de livraison fiables. Les négociants ont besoin d'avoir confiance que les cargaisons ne seront pas retardées, saisies ou menacées. Certains observateurs ont averti que si le blocus reste en place après la mi-juin, le marché pétrolier pourrait ne pas véritablement se normaliser avant 2027. C'est combien de temps la confiance peut prendre à revenir après une crise majeure à un point de passage stratégique. Voilà où nous en sommes. Cette guerre a commencé avec des missiles, des blocus et des escalades militaires. Mais elle pourrait finalement être décidée par un stock d'uranium situé à l'intérieur de l'Iran. Cette matière est maintenant la différence entre un cessez-le-feu et la paix, entre le soulagement des marchés et la panique des marchés, entre la diplomatie et une nouvelle série de frappes. Et tant que les États-Unis et l'Iran ne trouveront pas un moyen de déterminer qui contrôle ce stock, où il va et comment il est vérifié, la partie la plus dangereuse de cette crise pourrait encore être devant nous. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu penses que Washington va accepter un accord au rabais avant le 30 juin pour faire baisser le pétrole,
même si ça signifie laisser l'infrastructure nucléaire iranienne intacte? Ou est-ce que tu penses que l'impasse va durer jusqu'à une nouvelle escalade? Les analyses les plus construites, je les lis systématiquement. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre pourquoi le prix de l'essence à la pompe dépend d'un stock d'uranium à 60%, partage-la avec quelqu'un dans ton entourage qui suit les marchés de l'énergie ou l'actualité internationale. Leur compréhension de cette crise pourrait en être transformée. Dans la prochaine vidéo, j'analyserai les 3 scénarios précis selon lesquels cette négociation se résout avant le 30 juin, les conséquences chiffrées pour le prix du pétrole dans chacun des cas, et quels actifs se positionnent actuellement comme refuge dans chaque scénario. Reste connecté à Mediacash, on n'a absolument pas fini d'en parler. Reste vigilant, reste curieux, garde l'esprit critique bien aiguisé.